paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Tinyana Moninga, Luka Kupetolama. Hallelujah. Luka Tinyana Motonyoso, Petolama Libosana Yawe, Nakoya Bisayo Lelo, Kwibina Lanzambe Koya. Voilà, mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, merci de faire confiance à votre fréquence miracle qui n'est autre que la RTIV. Vous êtes dans votre émission Droit et Société qui vous parle bien sûr de notions ou encore de matières juridiques qui cadrent avec bien sûr le droit et dans la société. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre question hyper intéressante. Il s'agit bien sûr de taxes liées certainement au secteur minier et leur affectation, taxes provinciales bien sûr. Voilà pourquoi nous recevons pour vous sur ces plateaux un invité des marques, Monsieur Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Bienvenue à l'antenne. Merci Monsieur Roger. Voilà, je pense que Monsieur Jean-Claude pourra un tout petit peu se présenter pour que vous les connaissiez tous, qui il est, pourquoi il est venu. Monsieur Jean-Claude, est-ce qu'on peut vous connaître par les téléspectateurs? Oui, je réponds au nom de Jean-Claude Amissi Chabani. Je suis membre de l'Action contre l'impunité pour les droits humains, qui est une ONG de droits de l'homme qui travaille dans la défense et la promotion des droits de l'homme. Voilà. Donc c'est avec lui que nous allons traiter cette question sur le revenu des taxes provinciales du secteur minier, leurs affectations. Il a été parmi les personnes qui ont mené une enquête sur cet aspect des choses. Voilà pourquoi nous avons préféré échanger avec lui, qui nous dise quand même comment ça a été, est-ce que c'était difficile, quelles sont les recommandations au finish. Et il va nous en parler. Monsieur Jean-Claude, vous avez mené une enquête dernièrement sur les taxes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord d'entrée de jeu? En fait, on peut retenir que les taxes provinciales du secteur minier, à savoir la taxe sur voirie et drainage et la taxe sur le concentré, constituent des sources très importantes pour le budget des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce sont des taxes qui contribuent énormément à la réalisation de certaines infrastructures dans les deux provinces. Parce que l'étude porte sur le Haut-Katanga et le Lualaba. Le Haut-Katanga et le Lualaba, 10 ans après, d'après vous, apparemment c'est un peu complexe. Oui. En fait, je veux d'abord vous rappeler le contexte dans lequel ces deux taxes ont été instaurées par le défunt gouvernement provincial du Katanga. En fait, le législateur katangais s'était appuyé, ou mieux le gouvernement provincial du Katanga s'était appuyé sur le fait que le gouvernement central ne respectait pas la clé de répartition des redevances minières telle qu'elle est prévue par le code et le règlement minier, c'est-à-dire 40% est rétrocédé à la province et la province rétrocède 15% au site d'exploitation ou les sites dans lesquels les minéraux ont été extraits. Et cette clé de répartition n'a pas été respectée. Donc, ce qui n'a pas permis au gouvernement provincial du Katanga d'avoir le moyen de sa politique, c'est-à-dire de réaliser ce qu'il avait promis à la population. Et il y a également la question de la retenue à la source de 40% qui n'a pas été non plus respectée. Et c'est ces deux raisons qui ont poussé le gouvernement à instaurer ces deux taxes, à savoir la voirie et le concentré. Voirie concentrée, quid maintenant de la légalité de ces deux taxes? Oui, il y a deux tendances qui s'affrontent, qui se dégagent. La première tendance estime que ces deux taxes sont illégales sur pied des articles 220 et 509 du Code et du règlement minier. C'est-à-dire, en dehors des taxes prévues dans les stations minières, aucune autre taxe ne peut être imposée aux opérateurs miniers. Et pour la première tendance, ces deux taxes sont illégales et doivent être élaguées de l'arsenal juridique. Et la deuxième tendance estime que ces deux taxes sont légales sur pied des articles 203 et 204
de la Constitution qui reconnaissent aux gouvernements provinciaux de légiférer dans certaines matières, notamment le domaine minier et autres domaines. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que chercheurs, nous avons estimé que ces deux taxes sont légales parce que par rapport à la taxe sur la voirie, l'assujetti n'est pas l'opérateur minier, mais c'est le transporteur. Donc, cette taxe... celui qui transporte les minéraux? C'est celui qui paye la taxe. Ah, ok. Ouais. Donc, nous estimons, quant à ce qui nous concerne, que l'assujetti n'est pas l'opérateur minier, mais le transporteur. Alors, et maintenant, comment ça se passe avec la taxe de voirie et de drainage, par exemple? D'après vos enquêtes, comment est-ce que... Apparemment, c'est une taxe qui génère beaucoup de revenus, semble-t-il. Oui, beaucoup de revenus, exactement. Si vous allez dans le rapport ITIE, si vous lisez le rapport ITIE, vous verrez que la taxe voirie constitue ou génère beaucoup de revenus. Et ces revenus permettent également à la province de réaliser certaines infrastructures. Vous avez été sur le terrain, monsieur Jean-Claude. Quelle comparaison avez-vous fait par rapport à la taxe sur le concentré et aussi la taxe sur la voirie et le drainage? Votre comparaison en termes d'estimation de ces deux taxes provinciales? Oui, si vous voyez dans notre rapport ou dans le rapport ITIE, parce que les rapports ITIE font partie de la documentation que nous avons, à laquelle nous avons fait recours. Vous verrez que, à un moment, c'est la taxe voirie qui est supérieure à la taxe sur le concentré. Ça dépend des années, si vous me permettez de... Oui, de jeter un coup d'œil dans le document. Oui. Voilà, vous verrez que pour 2012, la taxe voirie, de 2012 à 2015, la taxe voirie, la taxe concentrée a généré 86 169 055 $. Et par rapport à la taxe voirie, c'est 56 106 37 $. Donc, à ce niveau, c'est la taxe concentrée qui est supérieure à la taxe sur la voirie. Donc, pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce que les opérateurs de la société civile s'insurgent, peut-être s'attaquent? Semble-t-il qu'il y a un problème par rapport à l'affectation de taxes? Oui. En fait, commençons par la taxe sur le concentré. Oui. Cette taxe a été créée pour décourager les exportations de minerais concentrés, ou mieux pour décourager les opérateurs miniers à exporter les minerais concentrés. Et elle a été également créée pour encourager la création des unités de traitement locales et aussi la création de l'emploi. Mais le constat fait sur le terrain, vous remarquerez que cette taxe n'a pas réussi à décourager les opérateurs miniers. Parce que si vous jetez un coup d'œil dans notre document par rapport aux exportations, vous verrez que les exportations vont de plus en plus, donc augmentent de plus en plus. Les taux plus élevés. Oui, les taux les plus élevés. Vous voyez, en 2012, on a exporté 577 000 tonnes. Et en 2016, on a exporté 861 000 tonnes. Vous voyez, donc cet aspect des choses n'a pas pu décourager les exportateurs, les exportations de minerais concentrés. Malgré toutes les conditions. Oui. Et maintenant, comment est-ce que vous entraînez par rapport à cette façon de faire les choses? Il y a à boire, à manger, semble-t-il, dans cette répartition également, puisque vous parlez et là-bas et au Katanga. Mais il y a eu, je ne sais pas moi, comment vous avez qualifié ça, cette répartition-là. Illégale, inégale ou, je ne sais pas moi, injuste? Voilà. Après le démembrement, il y a des entreprises qui opèrent dans le Haut-Katanga et il y a des entreprises qui opèrent au Lualaba. Alors, les entreprises qui opèrent au Lualaba doivent évacuer leurs minerais
en passant par les routes du Haut-Katanga. Donc à l'époque de commissaires spéciaux. Oui, oui. Donc le taux était réparti comme suit 70% pour le Haut-Katanga et 30% pour le Lualaba. Parce que les camions, donc la distance que traversent les camions pour aller à Kasumbalesa, la plus grande distance se situe au Haut-Katanga. Ça fait environ 225 km quelque chose. Alors, il est de bon aloi que c'est la province du Haut-Katanga qui bénéficie plus de la voirie que la province du Lualaba. Alors, à l'époque du gouverneur, c'est l'inverse. La province du Haut-Katanga reçoit 30% et celle du Lualaba reçoit 70%. Et bon, nous avons estimé que cette répartition était un peu inégale parce que ce sont plus les routes du Haut-Katanga qui se dégradent au détriment de celles du Lualaba. En tant qu'enquêteur, est-ce que vous vous êtes beaucoup plus imprégné pour savoir les pourquoi de ces partages inégaux? Nous continuons à faire des recherches. Après la publication de notre rapport, nous allons faire le plaidoyer et nous pensons que nous allons continuer à creuser pour en savoir un peu plus parce que la répartition a été faite par le ministre provincial de Mines, donc par sa lettre. La lettre est d'ailleurs reprise dans notre document ici. Répartition, c'est à la page 27. Donc vous verrez que par sa lettre numéro 01/1491, le ministre donne de nouvelles directives sur la répartition des revenus issus de ces deux taxes. Donc nous allons continuer à faire le plaidoyer, nous en saurons plus dans les jours qui suivent. Vraiment, mais qu'en est-il alors des avantages par rapport à la perception réglementaire? Puisque vous avez dit que les choses semblent être bien réglementées et tout, mais les avantages par rapport à ces limites et les limites de mode de perception de ces taxes. Avant que je ne réponde à cette question, je dirais d'abord aux téléspectateurs qu'il y a deux modes de perception de ces deux taxes. Il y a le mode réglementaire et le mode non réglementaire. Et le mode réglementaire, c'est que vous allez payer directement à la régie. Donc pour le Haut-Katanga, c'est à la DRH4 et pour là-bas, c'est à la DRLO. Donc là, ça présente un certain nombre d'avantages, notamment la cohérence entre la valeur des quantités des produits miniers qui est destinée à l'exportation et le prix payé. Donc là, c'est très clair. Donc il y a une certaine cohérence. Et il y a également le mode non réglementaire, c'est-à-dire lorsque le gouvernement provincial exprime un besoin en termes d'argent, le gouvernement du Katanga avait sollicité des préfinancements. C'est le mode non réglementaire. Donc vous demandez aux miniers de préfinancer la réalisation de certains travaux d'intérêt public, bien sûr. Donc, et il y a également les provisions, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise X qui verse un montant X à la régie financière et chaque fois que les camions sont évacués, la régie est en train de déduire. Ce sont là les modes non réglementaires. Voilà. Et ce mode non réglementaire a un avantage, c'est que dès que vous avez besoin d'argent, vous en avez, on vous donne. Mais ce mode présente beaucoup d'inconvénients parce que les nouvelles autorités refusent de reconnaître les paiements effectués en son temps par les opérateurs miniers. Et pourtant, il est dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Oui, la continuité de l'État, comme on l'a dit. Voilà. Donc, à mon avis, les opérateurs miniers sont en train de payer doublement. Donc, ils tombent dans les principes qui payent mal, payent de droit. Vraiment. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes seulement attaqué ou bien vous avez condamné, ou il y a des pistes de solutions quand même que vous avez pu donner par rapport à ces modes-là? Oui. En fait, nous avons estimé que ce problème peut être résolu par l'ITIE. Oui. Donc, l'ITIE peut concevoir un bon formulaire de déclaration. Parce que les secrétariats techniques de l'ITIE envoient des formulaires aux entreprises et qui déclarent ce qu'ils ont
payés à l'État. Moi, je pense que si l'ITIE essaie un peu d'améliorer son formulaire, nous aurons beaucoup de solutions par rapport au paiement anticipatif, au préfinancement, aux provisions. Donc, je pense qu'à ces sujets-là, l'ITIE peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes. C'est peut-être que c'est une voie qu'il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse, parce que dans beaucoup de rapports de l'UTI en question, vous trouverez que les entreprises ont déclaré des choses, ils ont mentionné là-bas, non, nous avons payé autant, nous avons fait ceci. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu quand même ce mode-là non réglementaire que ces entreprises en profitent pour signifier dans les formulaires de l'ITI, par exemple? Oui, pour s'en sortir, parce que je ne peux pas accepter de perdre pendant que j'ai effectué une dépense. Vraiment. En fait, il y a, avant de répondre peut-être à votre question, les opérateurs miniers qui acceptent de préfinancer ne payent plus $100 en rapport avec la taxe concentrée, mais payent un taux préférentiel de $60. Donc, dès que vous acceptez de préfinancer, et vous payez au taux préférentiel de $60. Maintenant, qui perd et qui gagne? Bon, je ne dirais pas qui perd, qui gagne, mais en fait, lorsque vous avez besoin d'argent et qu'on vous le donne, et l'opérateur minier doit aussi être allégé. Parce que l'opérateur vous donne pendant que ce n'était pas encore le moment. Voilà. Monsieur Jean-Claude, on en vient cette fois-ci à cette grande question, affectation de revenus de ces taxes. Ouais. Qu'en est-il? Bon, nous avons fait recours au budget de la province du Katanga, les budgets de 2012 et de 2013. Nous avons vu qu'il y avait des estimations, des prévisions. Par exemple, en 2013, le gouvernement du Katanga avait prévu, dans son ancienne configuration, avait prévu de construire 150 km de route à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, à Kamina, à Kolwezi. 158 km de route en 2013. Okay. Donc, d'après nos enquêtes sur terrain, nous avons estimé qu'il y a quand même certaines routes qui ont été construites grâce, bien sûr, à la taxe voirie et drainage. Mais nous estimons que les efforts doivent encore être fournis parce que ce n'est pas assez. Vous remarquerez que c'est beaucoup d'argent que ces deux taxes génèrent, bien sûr. Alors, ça c'est pour les Katangais. Ici, il faut maintenant partir des démembrements. Depuis que le démembrement a eu lieu, les Hauts-Katanga, là-bas, puisque vous êtes beaucoup plus concentré dans ces deux nouvelles provinces, est-ce qu'il y a des estimations quand même par rapport à l'évolution ou à l'affectation de ces revenus? Oui. Particulièrement pour le là-bas, où nous y étions dernièrement, nous avons remarqué qu'il y a quand même des efforts qui ont été fournis dans la réalisation de certaines infrastructures routières. Il y a quand même des routes qui ont été construites grâce bien sûr à ces deux taxes. Mais par rapport du côté au Katanga, je pense que là il faut encore attendre. Depuis l'avènement du nouveau gouvernement, il y a quand même des travaux qui s'effectuent ça et là. C'est peut-être du côté de là-bas où j'ai vu quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. Monsieur Jean-Claude, vous avez été sur terrain, vous avez vu quand même certaines réalisations et vous êtes entré en contact quand même avec les entreprises qui construisent les routes en question. Oui. Quelles sont les réalités? Franchement, puisque ça fait partie également du contrôle citoyen que vous avez pu effectuer sur le terrain parce qu'on paye le taxe dans le secteur minier et on s'est dit on va affecter l'argent pour la construction des routes, d'accord? Est-ce que l'entreprise qui a construit telle ou telle autre route l'a fait avec la volonté manifeste? En fait, nous avons été voir certaines entreprises de construction et ici nous ne sommes pas intéressés à la qualité au coût. Nous sommes juste intéressés à l'affectation. Donc, il y a certaines entreprises qui ont construit des routes. Par exemple, Safricas qui a construit entre 2010 et 2015 124 km de route à Lubumbashi, à Kamina et à Kalemi.
Il y a son époux qui a construit des routes, 53 km de routes à Colosie, donc avec le gouvernement provincial du Katanga, dans une seule configuration bien sûr. Il y a l'Office de voirie et drainage qui a construit quelques routes ici à Lubumbashi. Il y a également la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux, qui a construit quelques routes au Golfe. Voilà. Donc vous êtes limité à ce niveau, sans savoir la qualité non plus. Ça, c'est vraiment un autre travail qui peut être fait par une autre structure. Vraiment. Et alors, en termes maintenant vous avez effectué vos enquêtes, les rapports et finalement publié. Quelles sont vos recommandations? Voilà. Nous avons formulé quelques recommandations. Parce que, comme vous le savez, ces deux taxes génèrent beaucoup de recettes. Nous avons estimé qu'il fallait créer un fonds, à l'instar du fonds de promotion de l'industrie, donc qui pourra. Donc nous avons estimé qu'il fallait créer un fonds provincial pour la création des unités de transformation à la lumière du fonds de promotion de l'industrie qui aura pour rôle de financer des initiatives provinciales dans le domaine des investissements miniers. Oui. Donc la taxe concentrée devait également créer des unités de transformation. Et sur terrain, nous n'avons trouvé aucune unité de transformation qui a été créée, alors qu'il y a de l'argent qui est payé pour ça. Nous avons estimé qu'il faudra créer un fonds qui va commencer à financer les différentes initiatives. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des initiatives allant dans ce sens-là que ça n'a pas été exécuté? Non, moi je pense que l'argent généré par le concentré a été plutôt affecté à autre chose. On a oublié cet aspect. Oui, on a oublié cet aspect des choses. Donc ça, c'est une recommandation en direction du gouvernement? Oui. Oui, il y a beaucoup de recommandations que nous avons formulées, notamment à TV, aux assemblées provinciales, de veiller à ce que les recettes générées par ces deux taxes soient réellement affectées aux infrastructures ou à ce pourquoi ils ont été instaurés. Donc à ce niveau-là, vous, ACIDH et d'autres ONG de droits de l'homme, bien sûr, voulez que l'Assemblée puisse faire le suivi exact, pourvu que cela soit effectif sur le terrain. Oui, c'est ça. Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a-t-il d'autres recommandations à d'autres institutions, par exemple? Il y a la recommandation que je venais de vous dire à l'ITE, parce qu'il y a beaucoup de problèmes suscités par le préfinancement ou par les provisions et autre chose. Donc il faudra que le secrétariat technique de l'ITE nous aide à éclairer ce problème que nous avons recueilli sur le terrain, le problème des préfinancements. Vraiment. Monsieur Jean-Claude, lentement sûrement, on tend vers la fin. Le revenu des taxes provinciales du secteur minier, voilà les sujets que nous étions en train de débattre, et leur affectation. 10 ans après, depuis les Katanga et Katanga jusqu'à aujourd'hui, quel impact en résumé? Bon, je dirais que dans les zones d'exploitation, il y a moins d'impact. Donc dans les zones où les minerais ont été extraits, vous remarquerez que les revenus ne profitent pas aux communautés locales, aux communautés qui sont directement impactées par l'exploitation minière. Je vous donnerai l'exemple de Kakanda. Il n'y a presque pas d'infrastructure, surtout du côté Mitomimbi ou à côté de Mukondo. Il y a ici à Kawama, où il y a eu destruction de plusieurs maisons, fait vous remarquerez qu'il y a moins d'impact. Il y a ici du côté de Chamilemba, Kabecha, il y a moins d'impact. À Sakanya, moins d'impact. À Kipushi, moins d'impact. Donc les revenus de ces deux taxes profitent plus au chef-lieu et à certaines villes et cités plutôt qu'aux communautés qui sont réellement impactées par l'exploitation minière. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros d'une manière conclusive, bien sûr, par rapport à votre souci majeur d'aider la population à vivre dans de meilleures conditions? En conclusion, nous retiendrons que ces deux taxes doivent réellement améliorer les conditions de vie des populations, des
population de Jouo, Katanga et celle de là-bas. Voilà, parce que c'est quand même les taxes qui contribuent énormément au budget des deux provinces. Vraiment. Monsieur Jean-Claude, j'espère bien que vous étiez en train d'être suivi par tout un cabinet au niveau de l'ACDH. 2 personnes peut-être. Salut. Je salue le directeur exécutif, M. Dona, et Mme Mireille Mouikeleko. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça a été l'honneur pour nous d'échanger avec vous, M. Jean-Claude, sur cette question des revenus de taxes provinciales du secteur minier et leurs affectations 10 ans après, quel impact. Les réponses ont été données, bien sûr, tout au long de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Droit et Société. C'est une émission qui passe chaque vendredi à 14h30. La rediffusion chaque dimanche à 8h30 bonnes minutes. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez certainement compris ce qu'il faut et ce qu'il reste à faire également par rapport à cette question. Moi, je vous retrouve la semaine qui vient avec le même réel plaisir, cette fois-là avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Merci. Merci, M. Roger. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moringa, Luka Kupeto Lama. Alléluia. Luka Kimiana moto nyonso, peto lama liboso na Yawe, na koyebisa yo lelo, koyibina la Nzambe koyo.